Jacques Chirac, bonsoir. Vous aurez l'occasion de répondre à Lionel Jospin dans un instant. Je voudrais, avant que nous parlions du programme, une question un petit peu plus personnelle. En 88, au soir de la défaite du second tour, votre épouse, Bernadette, vous auriez dit apparemment les Français ne vous aiment pas. Manifestement, ils ont changé d'opinion, manifestement. Je voulais simplement vous demander si, au cœur de l'hiver, alors que tout le monde vous donnait largement battu, vous n'avez pas eu la tentation de céder au découragement. Non, non. J'ai engagé, il y a déjà longtemps, une action pour mieux connaître, mieux comprendre les Français. C'était mon seul objectif, traduire ensuite cette réflexion en un diagnostic, puis en un projet. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas beaucoup préoccupé d'autre chose. Alors nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Le 22 mars 68 démarrait un mouvement qui allait aboutir à l'explosion de mai 68. Alors certains disent que la France est au bord de l'explosion. Est-ce qu'on assiste à une multiplication, un durcissement des revendications salariales en ce moment? Alors question très simple, est-ce que vous craignez une explosion sociale après l'élection présidentielle? Quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, je souhaite qu'il n'y ait pas naturellement d'explosion sociale. Avec la crise économique que nous connaissons, nous n'avons pas besoin de perturbations de ce genre. Mais c'est vrai que la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, et qui se traduit par un chômage, par de l'exclusion de plus en plus important, c'est de nature à inquiéter et ça peut être de nature à exaspérer. En tous les cas, c'est de nature à affaiblir notre pays et ce n'est pas socialement acceptable. La priorité pour la réduction de la fracture sociale est donc indiscutable. Mais vous souhaitez, Jacques Chirac, une augmentation des salaires, Lionel Jospin aussi. Alors est-ce qu'au fond, vous n'encouragez pas en ce moment les mouvements sociaux, les revendications salariales, puisque vous dites qu'il faut augmenter les salaires? Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, n'est-ce pas? J'ai constaté que depuis quelque temps, le conformisme intellectuel, c'était de dire, comme certains rapports de la commission du plan, que si l'on voulait lutter efficacement contre le chômage, il fallait faire des sacrifices et au moins geler et probablement diminuer le pouvoir d'achat des salariés. Je dis ce n'est pas vrai. C'est une déduction absurde sur le plan économique et injuste sur le plan social. Sur le plan économique, la feuille de paie n'est pas l'ennemi de l'emploi. Un franc, lorsqu'il ressort d'une production réelle, est un franc qui, s'il va au salaire, va en réalité soit à la consommation, soit à l'épargne et donc à l'investissement. C'est donc un franc utile. Et il est faux, par conséquent, de dire que l'augmentation des salaires, à condition qu'elle soit la contrepartie d'une production, soit contraire à une politique de lutte contre le chômage. Monsieur Chirac, il y a une question qui me tarabuste depuis un bout de temps en vous écoutant et en vous lisant. Est-ce qu'il est possible à la fois de vouloir baisser les impôts, diminuer les déficits, transférer des charges des entreprises vers l'État pour alléger les charges des entreprises et envisager des augmentations de salaire? Est-ce qu'on peut tout mener de front? Et assumer certaines dépenses nouvelles nécessaires, auriez-vous pu ajouter. Ah, vous allez dans mon sens, là. Oui. Alors, je prendrai d'abord simplement un exemple. De 86 à 88, nous étions dans une période de croissance, mais nous arrivons un peu à une période de la même nature. Qu'est-ce que mon gouvernement a fait? Il a diminué très sensiblement les déficits, environ de moitié du budget. Il a diminué de façon très importante l'endettement de la France. Il a assumé des dépenses nouvelles, notamment dans le plan social, sur le plan social, en créant par exemple l'allocation parentale d'éducation. C'est une chose importante. Il a en même temps diminué les impôts de façon substantielle, de l'ordre de 70 ou 80 milliards. Il a créé parallèlement 800 000 emplois et sur l'année 88, l'augmentation de l'investissement a été de 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche purement comptable ne s'applique pas à la vie. Et qu'en réalité, une politique tendant à limiter la pression fiscale, parce que trop d'impôts tue l'impôt, pour peu qu'il y ait un peu de croissance, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui était le cas en 86, crée une activité
qui génère elle-même des recettes. Car tout ceci a été possible, je parlais de la période 86-88, parce que malgré ces diminutions d'impôts, malgré ces diminutions de déficit, les recettes de l'État ont beaucoup augmenté. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une approche de l'économie qui permet de générer des marges de manœuvre, et je regrette qu'on ne veuille pas en tenir compte. Je pourrais le détailler naturellement. Prenez-moi juste un exemple, M. Duhamel. Aujourd'hui, nous avons 450 milliards en gros de dépenses liées directement ou indirectement au chômage, en gros. Oui. Et l'on continue imperturbablement à ne pas vouloir comprendre que l'on aurait tout intérêt, un chômeur coûtant à la collectivité environ 120 000 francs par an, à dépenser davantage d'argent pour permettre le maintien ou la création d'emplois. Il vaudrait beaucoup mieux lutter contre le chômage en investissant pour maintenir ou créer de l'emploi. On ne le fait pas. Ça veut dire qu'il faut que le patronat joue le jeu. Je crois qu'il faut surtout qu'il y ait une autre politique de l'emploi. Quand je propose par exemple le contrat initiative emploi, c'est tout à fait caractéristique. Je propose une mesure massive. Puisqu'il s'agit pour les chômeurs de longue durée de donner une exonération totale des charges fiscales et des charges sociales et 2 000 francs pendant 2 ans de prime mensuelle. Bon. Et on me dit, mais ça fait 50 000 francs en gros, par salaire, par emploi nouveau, car ça doit être des emplois nouveaux, naturellement, et non pas des emplois substituables, créés. Et donc, j'ai vu quelque part, ça va coûter 50 milliards. J'ai dit, si ça coûtait 50 milliards, ce serait un extraordinaire succès. Car ça voudrait dire que l'on aurait que l'on aurait créé 1 million d'emplois, et donc que l'on aurait diminué nos charges de 100 milliards. Autrement dit, on aurait gagné 50 milliards. C'est une autre approche de l'économie. Mais on ne veut pas comprendre ça, parce qu'il y a une espèce de blocage administratif à tout esprit de réforme. Alors l'approche comptable, vous la dénoncez aussi à propos de la sécurité sociale. Vous dites ni rationnement des dépenses, ni contingentement des soins. Alors comment faites-vous concrètement pour réduire le déficit de la sécurité sociale? Je ne voudrais pas laisser dire que je propose de laisser aller la dépense. Bon. Certains de nos adversaires le disent, oui, c'est évident. Oui, ça, c'est ce qu'on pas nous, appelle c'est une question. Comment faites-vous? C'est ce qu'on appelle la polémique polémique de campagne. Et elle est naturelle dans une campagne électorale, même si elle n'est pas souhaitable, elle est courante. Et ce que je veux dire, c'est que depuis 20 ans, on a un plan de rationnement tous les 15 ans, tous les 18 mois, je veux dire. Depuis 15 ans, tous les 18 mois. Quel est le résultat? On a des déficits qui n'ont jamais été aussi élevés, 60 milliards de francs pour 1994, un record pour la sécurité sociale. Et on a créé petit à petit une situation de santé à 2 vitesses. Moi, quand j'ai créé en 1988 la carte Paris Santé, je pensais que ça intéresserait 40-50 000 personnes. Il y en a 140 000. C'est-à-dire que nous avons créé petit à petit un système où un nombre croissant de Français n'ont plus un accès normal aux soins. Alors, sauf à Paris, parce que j'ai pris les initiatives qu'il fallait. Bon. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut une autre approche. Nous ne faisons aucune évaluation de ces dépenses. Il y a 600 milliards de dépenses de santé, par exemple, dont 300 pour les hôpitaux. On ne fait aucune évaluation. Et le résultat, c'est que à tel endroit, un acte médical coûte 1 franc, à tel autre endroit, il coûte 4 francs. Je suis président de l'assistance publique, sans pouvoir d'ailleurs, mais je l'observe très bien. Et nous avons des hôpitaux extraordinaires, des équipes médicales fantastiques, et une situation dans les hôpitaux qui se dégrade. Et nous dépensons 300 milliards par an sans se poser le moins du monde la question du rapport coût-efficacité. Donc la réforme ne consiste pas à vouloir rationner la santé. C'est absurde. Ça ne peut se profiter en réalité qu'à ceux qui ont les moyens. Et puis c'est contraire à l'évolution des choses, l'allongement de l'âge de la vie, le coût des techniques, les nouvelles grandes pathologies, etc. Donc ce qu'il faut, c'est une autre approche, là encore. C'est-à-dire avoir, avec les hôpitaux comme avec les médecins, une approche différente consistant à faire des contrats d'objectifs pour, là aussi, apprécier le rapport coût-efficacité. Autrement dit, il ne faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. Et c'est ce qu'on ne fait pas, ni dans notre système de protection sociale, ni dans notre système de finances publiques. Sur un tout autre sujet à propos de l'Europe, là c'est une question plus précise.
Une des mesures que vous avez proposées qui a été remarquée, c'était l'idée de créer pendant 3 ans, pour 3 ans, un président du Conseil européen qui serait la représentation à l'extérieur de l'Europe. Le visage et la Voilà. voix de l'Europe. Voilà, c'est votre expression. Est-ce que vous avez des réactions étrangères là-dessus? Autrement dit, est-ce que c'est une idée de campagne ou est-ce que vous pensez que ça a vraiment des chances de se faire? D'abord, c'est une idée que En j'ai substance, proposée. hein, bien sûr. D'abord, c'est une idée que j'ai proposée il y a déjà un certain Oui, oui, je temps. sais, mais enfin, là vous êtes candidat. D'autres personnalités éminentes l'ont proposé. J'ai observé ce matin même dans la presse qu'un porte-parole de la CDU compétent, M. Oui, du Lammers, parti d'Helmut Kohl, oui. avait considéré que mes positions sur l'Europe étaient tout à fait intéressantes, et il n'y a pas l'ombre d'une critique. Et je crois qu'il faut en effet que l'Europe ait un visage et une voix. Alors, c'est une proposition. Ensuite, c'est quelque chose qu'il faut discuter ensemble, et je ne voudrais pas avoir l'air d'imposer une solution Ça peut être une française. personnalité à l'extérieur du Conseil des ministres, n'importe qui. savez, Comment y sera-t-il Vous désigné? savez, Madame Chabot, je vais vous dire, quand dans un ensemble comme le Conseil européen, quelqu'un fait une proposition, il faut être suffisamment courtois pour ne pas asséner une solution. Et d'ailleurs, c'est tout à fait inefficace parce qu'à ce moment-là, ça provoque des réactions négatives. Et donc, j'ai évoqué cette solution. Pour ce qui concerne ses modalités de mise en œuvre, eh bien, il appartiendra au Conseil d'en discuter. Je ne peux pas imposer, je suggère. On va passer à la politique parce qu'on est déjà un petit peu pris par le chronomètre. Arlette. Oui, alors, au mois de janvier dernier, je vous avais posé la question, M. Chirac, je vous avais demandé si effectivement vous aviez l'intention d'aller jusqu'au bout de la campagne, parce qu'au début du mois de janvier, les sondages n'étaient pas Je vous excellents. avais répondu oui, et si vous me reposez la question, je Oui, confirmerai. écoute. Monsieur Duhamel avait une question sur l'Europe qui est probablement intéressante. Oui, non, mais enfin, on a effectivement beaucoup de questions. À propos de politique. C'est pas ça, je n'allais pas vous poser la même question, hein, je vous rassure. Pas du tout, non, pas du tout, non. À propos de politique, Valéry Giscard d'Estaing a dit qu'il avait 3 grands objectifs dans cette campagne qu'il mettait en avant, et il y en a un qui est politique, qui est l'instauration du quinquennat pour le président de la République. Vous y avez été favorable à ce quinquennat par le passé. Là, on a l'impression que vous considérez que ce n'est pas une priorité. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez réaliser ou pas si vous étiez élu? J'ai, par fidélité à Georges Pompidou, soutenu sa proposition lorsqu'il l'a faite. Pour des raisons de fond, qui seraient trop longs d'évoquer aujourd'hui, je dois le dire, réservé sur cette proposition. Réservé. Ces raisons de fond, c'est qu'il y a un risque de transformation de la nature même de nos institutions qui pourrait nous conduire à un régime présidentiel. Je suis résolument hostile au régime présidentiel, parce que le régime présidentiel, c'est en réalité la confirmation du pouvoir donné à l'administration. Et donc je m'en méfie beaucoup. Il y a déjà une dérive monarchique forte de nos institutions depuis les années 70. L'un de mes objectifs, c'est de remettre nos institutions en place. C'est certainement pas de les modifier. Je peux continuer ma question quand même? Oui. Simplement, je vais vous demander comment vous expliquez au fond, vous, l'inversion, ce qui s'est passé depuis un mois et demi, l'inversion de tendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas là pour interpréter Vous la sentez pensée les gens, des vous Français. voyez les Français. Non, mais moi, Est-ce que vous les avez vus changer Changer, vis-à-vis voilà, de vous c'est déjà? ça. Et si oui, quand, pourquoi? Vous savez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis beaucoup investi dans la connaissance des Français et de la France depuis longtemps. J'ai élaboré mon diagnostic, je l'ai présenté, j'ai élaboré un projet, je l'ai soutenu, j'ai engagé ensuite un dialogue, une campagne, c'est pas un projet qu'on assène, c'est un dialogue que l'on poursuit, c'est ce que je fais. Les Français réagissent comme ils l'entendent. Et la chirocomania qui est à la mode, le ralliement de certaines personnalités, ça vous fait sourire ou ça vous éclaire sur la nature humaine? Non, c'est pas. Je dirais que si des gens m'apportent leur soutien, j'en peux qu'en être très heureux, mais c'est ni mon objectif ni mon problème. Mon problème, c'est un dialogue avec les Français, et c'est ce que je poursuis, et c'est ce que je poursuivrai jusqu'au terme de la campagne. Si vous l'emportez, il y aura, par hypothèse, un président de la République qui serait RPR d'origine. Il y aurait un président de l'Assemblée qui serait RPR. Il y aurait peut-être un Premier ministre RPR. Est-ce que l'UDF, la famille UDF, garderait le même rôle ou pas? C'est une question qui est posée, hein. Oui. Notamment par vos nouveaux amis. Hein. En tout cas, ils ne me l'ont pas posé à moi. Oh. Du tout? Monsieur Duhamel, je vous le dis, personne ne m'a posé cette question. Personne ne vous a dit et nous?
Personne ne m'a posé cette question. Bon, Certains alors, disent qu'on est engagé sur la parité. Et monsieur oui. Duhamel, C'est faux. si Oui. quelqu'un me l'avait posé, je n'aurais pas répondu. vous auriez dit c'est Bon, trop tôt. Voilà, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Cessons de confondre les choses. Aujourd'hui, il y a une élection présidentielle, il y a des candidats. Ces candidats défendent un projet et sollicitent l'approbation des Françaises et des Français. Et ce n'est pas une affaire ensuite de combinaison politique. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire comprendre aux Français qu'il est temps de faire les réformes nécessaires pour faire bouger la France et de réduire la fracture sociale qui, à l'évidence, est un élément à la fois inacceptable socialement et dangereux pour notre pays, qui affaiblit notre pays. Le reste, je ne suis pas... Et quand Nicolas Sarkozy résume votre programme en disant demain on rase gratis, je sais bien que vous ne polémiquez pas, mais tout de même ça doit vous agacer un petit Écoutez, peu. je l'entends pas. Je reviens à ce que vous disiez sur les réformes. Quand des hommes comme Jacques Delors ou Raymond Barre disent au fond qu'ils renoncent à être candidats, ils ont renoncé à être candidats parce que, disent-ils, les Français ne sont pas prêts à accepter des vraies réformes de fond. Alors, c'est des prétextes qu'ils ont invoqués pour ne pas être candidats ou ce sont des vraies raisons? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'ils ont tort? Écoutez, Madame Chabot, ça, ce sont des questions qu'il faut leur poser à eux, pas à moi. Moi, j'ai dit que j'avais la conviction que les Français étaient prêts à accepter un certain nombre de réformes vitales pour leur avenir, à condition qu'elles soient simples, claires, perçues comme devant être efficaces, à condition qu'elles soient justes, c'est-à-dire qu'elles répartissent aussi bien les avantages que les inconvénients de façon équitable, et à condition que les plus démunis, qui sont hélas de plus en plus nombreux dans notre pays, soient en toute hypothèse épargnés. À partir de là, et dans la mesure où le politique qui doit reprendre la responsabilité de l'action, où la volonté politique est exprimée, je suis tout à fait persuadé que les Français sont disposés à accepter un certain nombre de réformes importantes et même qu'ils les souhaitent. De réformes et de sacrifices s'ils sont Oui, indispensables. je ne suis pas sûr que nous soyons dans une situation où il faille parler de sacrifice. C'est vrai que nous avons un très grand désordre dans nos finances publiques. C'est vrai que notre endettement s'est considérablement augmenté, notamment depuis 2 ans, il faut dire les choses, de 50%. C'est vrai que la crise n'est pas finie. C'est vrai que la crise n'est pas finie, même si la croissance a l'air de vouloir revenir. C'est vrai que nos déficits sont, au sens propre du terme, insupportables, et en parfaite contradiction d'ailleurs avec nos exigences de construction européenne. Et donc il faudra une gestion qui permette de réduire les déficits, de réduire l'endettement, c'est vrai. Mais je suis par ailleurs convaincu qu'une autre politique permet de dégager, ou permettra de dégager un certain nombre de marges de manœuvre qui font que je ne suis pas sûr qu'il faut parler de sacrifice. Mais il faudra en tous les cas parler de sérieux et de changement, notamment dans la manière de dépenser notre argent. Vous avez beaucoup mis en cause la technostructure ces derniers mois. Est-ce que dans ce gouvernement, si vous êtes élu qui se mettra en place, est-ce qu'on verra des changements? Est-ce que par exemple ce sera un gouvernement plus réduit? Est-ce qu'il y aura moins d'énarques symboliquement? Pour répondre à ce que vous dites sur... J'avoue, je n'ai pas du tout d'abord l'intention de former un gouvernement ce soir sur autour de votre votre autorité. table. Non. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une formalité essentielle en démocratie préalable. L'élection. Voilà, on ne peut rien vous cacher. Et Je vois que ça nous apprend. et- Alors nous nous en tiendrons là, si vous le voulez bien, chaque chose en son temps. Et à votre avis alors, pour avant l'élection, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui au stade où on en est, puisqu'on est à 1 mois et 1 jour du premier tour, là, hein, donc ça commence à être assez proche. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme facteur nouveau susceptible de changer l'ordre des choses maintenant? Monsieur Duhamel, j'ai observé que tous les politologues Distingué. distingués, ils le sont tous, s'étaient trompés. Vous ne pouvez pas me demander à moi, qui ne suis pas un spécialiste en matière d'opinion publique, Oh. de répondre à cette question. Je ne peux vous dire simplement que je sens que les Français veulent le changement, qu'ils sont intéressés par la campagne, que d'ailleurs la campagne est intéressante et il se dit des choses, il y a un vrai débat, un vrai dialogue, et attendons que dans leur sagesse, ils décident. Cette campagne se déroule pour la première fois, de nombreuses polémiques au fond sur le financement, sur le patrimoine des candidats. Est-ce que, à votre avis, au fond, c'est bien parce que ça correspond à un souci de transparence, ou est-ce qu'on va trop loin et est-ce que ça vous choque? Non, moi je trouve qu'au total c'est positif. Il peut y avoir ici ou là quelques excès, je n'en sais rien, ou quelque agressivité, je n'en sais rien, mais globalement, nous sommes dans un temps où la transparence est exigée à juste titre par les Français.
Et donc il faut qu'elle soit respectée, c'est évident. Donc je ne me choque pas du tout. Et alors, quand par exemple, dans la presse, vous lisez des informations précises sur une plus-value de votre belle famille, est-ce que là vous vous dites, bon, bah, c'est la logique de la campagne, alors c'est la logique de la campagne, je dis ce que j'ai à dire vite et le plus précisément possible, ou est-ce que vous vous dites, ça c'est vraiment une dérive? Non, vous savez, ce à quoi vous faites allusion, c'est une série de questions qui m'a été posée effectivement par un journal sur une succession à l'intérieur de l'indivision de la famille de ma femme, oui. Une indivision qui est d'ailleurs très importante, très large. Et pour vous dire la vérité, en d'autres circonstances, je n'aurais pas répondu. Mais nous sommes en campagne électorale, je considère que la transparence est une nécessité, et donc, bien que rien n'exigeait que je le fasse, j'ai immédiatement, instantanément, donné toutes les informations qui m'étaient demandées. Ceci, je le répète, parce que c'est une question de démocratie qui exige aujourd'hui la transparence, notamment lorsque cela touche des candidats dans une campagne. C'est dans le même esprit, d'ailleurs, que j'ai été le premier, je crois, à demander à mon directeur de campagne, mon trésorier, de publier les comptes et de fournir tous les comptes financiers de ma campagne. C'est dans le même esprit, l'esprit de transparence. Quand Alain Juppé parle de grossière manipulation à ce propos de ces révélations du Monde. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cela. Moi, j'ai voulu une situation de transparence totale et par conséquent, j'ai fait le nécessaire très rapidement pour que les informations qui m'étaient demandées soient transmises comme il convenait. Dernière question sur ces problèmes. Est-ce que vous suivez attentivement l'enquête sur les HLM de Paris et est-ce qu'elle n'est pas susceptible, elle, d'influer la campagne électorale? Certains de vos proches ont été mis en examen. Je vous dis très sincèrement que cette affaire ne me paraît pas du tout susceptible de perturber le moins du monde la campagne. Mais je me permets de vous faire remarquer en revanche que lorsque elle a débuté, j'ai immédiatement indiqué que naturellement la ville de Paris demanderait à l'office d'HLM de se mettre totalement, et là aussi de façon totalement transparente, c'était il y a quelques mois, à la disposition de la justice. Et je réitère, cela va de soi, cette affirmation. À la fin de cet entretien, nous sommes tenus, vous le savez, des écrits de très stricts, sinon nous serons grondés par le CSA. Ultime question, en 89, Édouard Balladur avait écrit un livre qui s'appelait L'arbre de mai. Alors est-ce qu'en mai 95, l'arbre, ça va être un pommier? Peut-être, c'est aux Français de le dire. Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Merci Jacques Chirac. Je signale à nos téléspectateurs que Lionel Jospin sera à votre place sur ce plateau dans le journal de 20h vendredi et qu'Édouard Balladur sera l'invité de la France en direct demain à 20h50.